Ce webinaire qui est le deuxième webinaire de l'année et qui correspond à l'ensemble de la programmation des webinaires qui est prévue pour les 7 mois à venir et que vous pourrez retrouver dont vous pourrez retrouver la programmation sur le site du collectif SI et médico-social. Diapo peut-être. Quelques règles avant de commencer, donc, puisque on va être assez nombreux a priori, c'est que si vous voulez bien couper tous vos micros si vous ne l'aviez pas fait, si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la petite main qui normalement est accessible à chacun pour pouvoir reprendre la parole, et surtout vous avez le chat pour pouvoir poser vos questions, ce qui permettra que au moment des coupures, on puisse reprendre et synthétiser les questions et ou vous répondre en direct sur le chat. Donc, posez les questions par écrit, on essaye de vous y répondre. Et si besoin et si ça nécessite une discussion, on vous donnera un espace de parole au plus tôt. On essaiera bien évidemment au plus fort d'essayer de respecter le temps horaire qui nous est imparti, c'est-à-dire 1 heure. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais me permettre de me présenter. Éric Magnier, donc je suis représentant du collectif SI, Système d'information médico-social des Hauts-de-France, donc un collectif qui existe sur la région Hauts-de-France et qui regroupe 7 fédérations et qui, a priori, représente l'ensemble des acteurs que vous êtes, donc notamment l'ADMR, la FEAP, la FHF, NEXEM, Synerpa, l'UNA et l'URIOPS. Donc, a priori, vous devriez vous y retrouver au moins dans une des fédérations qui sont présentes. Ce collectif existe depuis 2017. Et il est chargé depuis 2019 par l'ARS de répondre à certaines missions et notamment d'information et de communication autour des SI, des systèmes d'information du numérique du secteur médico-social. Chloé, peut-être je te laisse te présenter. Ah voilà, je suis désolé, il faut que tu coupes. Vous m'entendez? Oui. Ok. Donc, Chloé Dejonge, je suis responsable de domaine sur le secteur médico-social et sur les services socles, où vous allez retrouver le DMP, la messagerie sécurisée de santé et également via Trajectoire au sein de Santé numérique. Donc, Santé numérique, c'est le GRADES des Hauts-de-France. Donc, on est en appui à la coordination et on est l'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'ARS Hauts-de-France. Voilà, donc comme je vous le disais également en introduction, donc ce webinaire est enregistré, ce qui permettra de le remettre en lien sur le site du collectif et vous ou d'autres de vos collaborateurs ou collègues pourrez le retrouver sur le site du collectif. On vous y remettra les coordonnées du site en fin de PowerPoint et puis de toute façon on vous l'enverra. Donc dans l'organisation du webinaire, donc une petite introduction que je suis en train de faire, un point sur les besoins exprimés par les professionnels du secteur, la réponse proposée par Prédis, qui est l'outil régional qui est en train d'être mis en place depuis maintenant plus de 6 mois, 9 mois même au sein de la région, quelques retours d'expérience en vidéo qu'on a enregistrés, et puis un petit temps d'échange en fonction des questions que vous aurez le besoin de poser, n'hésitez pas. Chloé, diapo, merci. Vas-y, tu peux passer. Voilà, merci. Alors, le médico-social est un secteur très important dans le secteur de la santé. On parle souvent de l'hôpital et ou du libéral, mais le médico-social en termes de santé représente un poids non négligeable, ne serait-ce qu'en termes financiers, mais également en termes de nombre de professionnels et surtout en termes de nombre d'usagers accompagnés, avec la spécificité que le médico-social en général accompagne les personnes sur des temps beaucoup plus longs que le secteur hospitalier. Ça concerne donc un grand nombre de personnes sur la région. Il est parfois pour autant peut-être vu comme un secteur un peu en retard en termes de système d'information, mais ce qui n'est pas vrai pour toutes les organisations et toutes les structures. Certains organismes gestionnaires ont su mettre en place des réponses numériques pour leurs usagers et leurs professionnels. D'autres tardent ou ont du mal à le faire pour des questions de moyens et ou de ressources parfois. Mais les choses avancent très vite. Et puis, comme vous le savez, il y a un contexte actuellement national avec ce qu'on appelle le fonds d'amorçage de la CNSA qui va arriver et qui donc est d'un montant de 30 millions d'euros et qui va concerner l'année 2021. Et surtout, du Ségur de la santé qui va également concerner le médico-social et pour la première fois et uniquement sur les systèmes d'information pour une dotation de 600 millions d'euros sur 5 ans. Donc, ce sont des chiffres qui sont non négligeables et qui vont évidemment nous amener tous à repenser le comment de l'utilisation et de l'usage du numérique pour les professionnels et pour les usagers au sein du secteur médico-social.
L'idée est évidemment de faire en sorte que toujours on puisse assurer la continuité d'accompagnement des usagers, notamment dans cette période particulière que nous vivons maintenant depuis 9 mois, où on sait que les choses sont fortement perturbées, et surtout d'essayer de garantir la coordination entre les professionnels dans le cadre du parcours de santé de la personne. Et vous voyez bien qu'on prend l'attention de parler de parcours de santé et non pas seulement de parcours de soins. Dans la santé, il y a également la prévention, l'accompagnement, etc. de l'usager ou du patient. Alors, plusieurs besoins ont déjà été identifiés. Ils sont évidemment ici synthétisés. C'est la capacité de pouvoir accompagner l'usager à distance et de manière sécurisée, puisque bon nombre d'entre vous, évidemment, ou d'entre nous, au moment de façon personnelle ou de façon professionnelle, ont utilisé des outils qui existent dans le grand accessible à tous, je dirais, que vous connaissez. Mais l'idée, c'est aussi, puisque ça concerne des données de santé, ça concerne des situations de santé, de le faire de façon sécurisée. Et c'est ce que nous allons voir avec Predis notamment. C'est également la possibilité d'échanger entre professionnels, toujours à distance et de manière toujours sécurisée, et toujours dans le but de faciliter la coordination dans le cadre du parcours de ces mêmes usagers. C'est-à-dire de pouvoir à la fois échanger une information avec un autre professionnel ou avec un usager, mais également partager des documents. On va le voir rapidement, partager des documents en rapport avec le parcours de l'usager. Et puis évidemment, de mutualiser les professionnels et de leurs compétences et de leur expertise autour et pour les usagers, et parfois de mutualiser les professionnels disponibles entre structures. On le verra notamment dans un des témoignages, un médecin qui intervient depuis une structure pour intervenir auprès d'autres structures, parce que parfois il y a des professionnels ou des ressources humaines qui sont en tension et où on n'arrive pas suffisamment à recruter, et la mutualisation est parfois une solution. Or, les déplacements de 2 ou 3 heures sont dans ce cas contraignants. L'usage des outils de télésanté peuvent améliorer les choses, ne solutionnent pas tout, mais peuvent améliorer les choses. Donc, pour ce faire, on vous présente ici une des réponses qui existent et qui est une réponse régionale, donc qui est soutenue par l'ARS Hauts-de-France et qui est mise en œuvre notamment par le GRADES, qui est le GIP Santé Numérique, dont Chloé fait partie. Le programme Predis, c'est un programme très ambitieux et qui est unique en France par le fait qu'il s'adresse d'une part aux hospitaliers, aux acteurs hospitaliers et aux patients, d'autre part aux acteurs libéraux et également à leurs patients, et également au secteur médico-social et leurs usagers patients, ce qui est quelque chose d'assez rare dans le secteur des programmes régionaux qui existent maintenant un peu partout dans toutes les régions de France et qui est presque unique dans le domaine. Ce programme Predis couvre 3 axes. Un, tout ce qui concerne les services de mise en relation et notamment les rendez-vous en ligne. Vous connaissez les grands acteurs privés de la mise des rendez-vous en ligne que vous utilisez vous-même déjà. Donc, et sera inclus de plus en plus les systèmes de rendez-vous en ligne pour les usagers et pour les professionnels entre soit les libéraux, les hospitaliers et les médico-sociaux. Un service de coordination avec notamment un dossier de coordination, une messagerie instantanée qui permettra de partager les éléments importants dans le cadre de ce qu'il nous faut savoir pour bien prendre en charge, bien accompagner une personne et donc coordonner nos actions entre hospitaliers, libéraux et médico-sociaux autour et pour la personne concernée. Et enfin, les services de télésanté dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est l'objet seulement d'aujourd'hui, notamment la téléconsultation et la téléexpertise notamment, qui sont deux des outils de télésanté qui sont mis en place par Predis et qui sont accessibles par l'ensemble des acteurs médico-sociaux de la région. Alors, dans le programme Predis, il y avait une programmation qui existait, qui avait été prévue en 2019 et qui a été légèrement perturbée par quelque chose qui nous impacte tous depuis mars. Pour autant, un grand nombre de services ont déjà été mis en place, notamment depuis fin 2019, la téléconsultation avec dispositif médical, et ça concernait notamment les EHPAD. Le nombre a été peu important pour différentes raisons. Et puis surtout, ça a été énormément bousculé, mais de façon positive par l'apparition de la Covid-19 en mars, et qui a fait exploser l'utilisation par les professionnels libéraux, hospitaliers et médico-sociaux de l'outil de téléconsultation. On est passé de quelques téléconsultations par semaine à plus de 1700 par jour sur le seul outil Predis. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Également, en avril, un outil de visio sécurisé sur lequel on va revenir, qui permet notamment à des professionnels non médicaux de pouvoir échanger entre eux et ou avec un usager.
Et puis en août, et qui est encore en train de se développer puisque ça s'est mis en phase et en ligne en fonction des territoires, le dossier de coordination qui permet de partager des documents et des informations avec les acteurs autour et pour l'usager patient. Récemment, en octobre, les outils de rendez-vous en ligne également par territoire commencent à se mettre en place et puis vont arriver dans les prochaines semaines l'outil de télexpertise, la notion de parcours de santé et de messagerie instantanée également incorporée au dossier de coordination. Donc vous voyez que ce sont des outils qui sont arrivés récemment, on va dire que le gros boom a été mars avec la Covid et qui maintenant prennent un rythme de croisière important. D'autres outils sont encore prévus, les choses avancent énormément. Chloé, je pense qu'après c'est pour toi, c'est ça? Voilà. Je passe donc la parole à Chloé. Je vais essayer de répondre aux questions que vous posez sur le chat en direct et si besoin, au moment des pauses, on reprendra l'ensemble des questions. Donc, avant de vous présenter les services de télésanté, je vais d'abord vous présenter la démarche pour s'inscrire à Prédis et accéder à la plateforme Prédis. Donc déjà, il y a deux prérequis à respecter pour les professionnels de santé. C'est déjà de s'assurer de la mise à jour de leur identifiant national, que ce soit l'identifiant RPPS ou ADELI. Et c'est également que le professionnel ait une adresse mail nominative. Une fois qu'on s'est assuré de ces deux prérequis, il faut demander un tableau d'inscription à l'adresse qui est indiquée sur la diapositive. Donc, dans ce tableau d'inscription, vous allez devoir indiquer le nom et le prénom du professionnel, sa profession, si c'est un homme ou une femme, son identifiant, donc RPPS ou sa ADELI, et son adresse email nominative. Et puis, bien sûr, le fichier géographique pour l'ensemble des professionnels. Une fois que ce tableau est rempli, vous pouvez renvoyer à la même adresse email indiquée sur la diapositive. Et ensuite, chaque professionnel recevra son identifiant à Prédis et son mot de passe. Donc, une fois que le professionnel a reçu ces informations, il pourra donc se connecter sur la plateforme Prédis. Donc, il y a deux types d'authentification. Il y a une connexion avec qu'on appelle authentification forte. Donc, il va mettre son identifiant et son mot de passe et ensuite, il devra indiquer un code à usage unique qu'il aura reçu par SMS ou par mail. Il y a un deuxième type d'authentification, c'est avec la carte CPS du professionnel. Donc, une fois que le professionnel est connecté à la plateforme Prédis, il va accéder à ce qu'on appelle le kiosque d'application. Et donc, c'est en fonction de ses droits, il pourra accéder à un certain nombre de services proposés par Prédis. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter donc les services de télésanté qui répondent aux besoins qu'on a identifiés en amont du webinaire. Donc, il y a trois types de services. Il y a la téléconsultation qui est ouverte aux professionnels médicaux autorisés. Donc, on va retrouver les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. Et donc, ils vont pouvoir effectuer une consultation à distance. Ensuite, il y a le service de télésoins qui, lui, est ouvert aux professionnels paramédicaux, mais qui va reprendre exactement les mêmes fonctionnalités que la téléconsultation et qui va être ouvert donc, aux paramédicaux autorisés dans le cadre de la crise sanitaire pour l'instant et aux pharmaciens. Et enfin, il y a un troisième service qui est la physio-sécurisée, donc qui est ouvert à l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux pour à la fois échanger entre eux, se coordonner, et pour les professionnels qui n'ont pas accès à la téléconsultation et aux télésoins, ils peuvent également échanger avec leurs usagers patients. Donc, la téléconsultation et le télésoin, c'est un professionnel médical ou paramédical qui réalise une consultation ou un soin à distance. L'usager peut être seul ou accompagné. Il peut être accompagné soit d'une personne de confiance, soit par un professionnel de santé. Et s'il est accompagné par un professionnel de santé, ils peuvent également avoir l'utilisation de dispositifs médicaux connectés. En termes de fonctionnalités, avec le télésoin et la téléconsultation, vous avez plusieurs fonctionnalités qui sont offertes. Donc, vous avez la possibilité de planifier des rendez-vous. Une fois que vous entrez en téléconsultation, vous avez le recueil du consentement du patient. Donc, vous pouvez ensuite, une fois le consentement requis, vous pouvez réaliser votre acte à distance. Vous avez la possibilité d'échanger des documents avec l'usager patient, donc transmettre et à la fois recevoir les documents. Vous pouvez également produire un compte-rendu, donc via un formulaire. Vous pouvez également intégrer votre signature sur les documents que vous transmettez à votre usager patient.
Et vous avez également la possibilité de facturer la consultation, sachant que les modalités sont les mêmes qu'en face à face. Donc là, je vais vous présenter une vidéo qui présente plus en détail le service de téléconsultation. Alors, excusez-moi, il faut juste... Donc voilà pour la présentation concernant le service de téléconsultation. Donc vous pouvez retrouver cette vidéo sur Internet. Il y a un lien qui va vers un portail Predis qui reprend toute la documentation. Vous avez également des tutoriels qui sont accessibles et qui présentent en détail les différentes fonctionnalités de la téléconsultation Predis. Donc ensuite, pour ce qui concerne le service de visio sécurisé, donc là, c'est un professionnel dit organisateur qui va réaliser une visio sécurisée, donc soit avec un autre professionnel afin de se coordonner, ou alors il peut également réaliser une visio avec un usager résident afin de pouvoir assurer la continuité d'accompagnement à distance. Donc, les fonctionnalités sont un peu plus restreintes que dans le cas d'une téléconsultation ou d'un télésoin. Puisque là, l'invitation va être envoyée de manière instantanée. Il n'y a pas de planification de rendez-vous. Donc, l'invitation peut être envoyée soit vers un numéro de téléphone, soit vers une adresse email. Vous avez également la possibilité d'inviter une tierce personne à la réunion. Et vous avez également la possibilité d'échanger, de partager l'écran de votre ordinateur. Il n'y a pas d'échange de documents, mais un partage d'écran d'ordinateur. Donc, de la même manière, je vais vous présenter le service via une vidéo.
Voici pour la deuxième vidéo de présentation du service, du service de visio sécurisé. Donc maintenant, on va vous présenter les deux retours d'expérience. Donc lors de précédents webinaires qui ont eu lieu en octobre, on a eu deux retours d'expérience. Un retour concernant la téléconsultation, un retour d'expérience d'un professionnel de santé, et un second retour d'expérience concernant la visio sécurisée. Bah, écoute, Céline, bonjour. Donc, quelques questions dans le cadre de ce témoignage. D'abord, peut-être une présentation de qui tu es, dans quel secteur d'activité tu interviens. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Céline Le Goff, je suis pédiatre avec une spécialité de neuropédiatrie et plus particulièrement dans le milieu du handicap moteur de l'enfant, dans lequel je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, j'ai une double activité hospitalière où je fais essentiellement des consultations maintenant pour des enfants qui ont des troubles des apprentissages scolaires, mais aussi épilepsie et puis neurologie pédiatrique, retard de développement. Et également une activité qui est ma principale en médico-social, essentiellement sur des CESAD à l'APF et en institut d'éducation motrice et en CAMS. Okay. Dans le cadre de la téléconsultation et notamment dans le cadre de la crise, quel a été l'élément ou les éléments déclencheurs de l'usage de la téléconsultation? Alors, moi, je répartirais en deux choses selon mon activité. Par rapport à mon activité hospitalière, clairement, l'élément déclencheur, ça a été la crise sanitaire, puisqu'il a fallu poursuivre le suivi d'enfants qui avaient un suivi chronique avec des traitements chroniques, tout en assurant la sécurité sanitaire pour eux, pour nous. Donc, ça, clairement, ça a été déclenché par la crise sanitaire du Covid. Par contre, sur mon activité médico-sociale, cette activité était déjà prévue. On avait déclenché ce projet depuis janvier 2020 par rapport au CESAD d'Amiens et par rapport au CESAD de Guise et à Tissoulan. Moi, je suis basée sur le pôle Lille Enfance Métropole. Donc, j'ai été contactée par ces différents services pour pouvoir intervenir, sachant que il y avait la distance et eux n'avaient pas de médecin. Les CESAD de l'Aisne n'avaient pas de médecin depuis 5 ans. Donc, on a développé progressivement avec les différentes personnes impliquées de l'APF cette idée de téléconsultation pour pouvoir apporter un peu de technicité dans la prise en charge des enfants en CESAD dans l'Aisne et à Amiens sans pâtir de la distance. Parce que c'est de Lille, c'est 3 heures de déplacement aller-retour. Donc ça, c'était programmé. Et ça, finalement, la crise du coronavirus a accéléré les choses. Mais c'était déjà programmé. L'inscription Prédis était déjà faite. Et ça devait démarrer. Ça a été un tout petit peu reculé finalement à cause de la crise du coronavirus, puisqu'il y a eu une semaine, 15 jours de flottement où on a dû tous se réadapter un petit peu par rapport à nos activités. Voilà. Donc, en fait, deux éléments déclencheurs a priori différents, mais un objectif toujours identique qui est de continuer l'accès à la santé, l'accès aux soins, en fait, l'accès à la consultation en l'occurrence ici. L'accès aux soins et à l'accès aux soins spécialisés. Bien sûr. Quels ont été donc les usages alors, plus précisément, à quoi servait la téléconsultation dans l'un ou dans les deux des situations décrites? À l'hôpital, donc c'était essentiellement des consultations classiques de neurologie pédiatrique, donc plus ciblées sur les troubles d'apprentissage, donc du débrouillage, du diagnostic, de l'orientation. Et par rapport au médico-social, c'était parallèlement une prise en charge pluridisciplinaire avec des échanges avec des professionnels pluridisciplinaires, puisque les familles étaient accompagnées par leur référent paramédical ou éducatif systématiquement et dans les locaux du CESAD.
Et donc là, c'était plus soit des consultations de préadmission, soit des consultations de suivi et tout un travail autour de la mise en place et de la co-construction avec les parents du projet individualisé de soins de l'enfant. Est-ce que tu peux nous donner une idée du nombre de téléconsultations que tu as réalisées, alors soit depuis janvier, soit depuis cette période à peu près? Au décours de la crise, je dirais une centaine, autant répartis à peu près équitablement entre l'hôpital et puis le médico-social. Actuellement, c'est essentiellement pour le médico-social avec entre, je dirais, 5 et 15 consultations par semaine. Et pour l'hôpital, très ponctuel, plus pour des réadaptations de traitement. Des suivis de traitement, donc des consultations beaucoup plus courtes, mais la téléconsultation permet plus de réactivité, de flexibilité et de ce fait un meilleur suivi, puisque c'est des patients que j'aurais vus à 6 mois, que je peux me permettre de revoir à 1 mois, 3 mois si besoin, puisque la téléconsultation demande beaucoup plus de souplesse en termes d'horaire et de présence. Demande, mais permet également, notamment pour le bénéficiaire. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Des deux côtés, tout à fait, puisque là, quand c'est des téléconsultations où moi je suis pour l'hôpital, en tout cas, parce que je peux être soit en présentiel à l'hôpital, soit en présentiel dans n'importe quel bureau de France ou de Navarre, la personne en face est chez elle, le plus souvent. Quels ont été les impacts alors, sur ces pratiques et sur ces consultations, notamment pour, d'une part, les usagers et ou les familles et les parents concernés, mais également pour les professionnels? Alors pour les familles et les usagers, j'espère une plus-value parce que c'est une technicité qu'ils n'avaient pas forcément auprès de chez eux. Ça a permis aussi de poursuivre les soins et de ne pas avoir d'interruption, ce qui a pu quand même avoir lieu dans pas mal de spécialités en France durant cette crise, avec quelques catastrophes médicales. Bref, ensuite, ça a permis de ne pas rallonger de nouveau les délais, puisque les délais de téléconsultation, les délais de consultation, on va dire, de neurologie pédiatrique, c'est 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi. Donc ça, je pense que ça a été assez confortable pour les familles. Et puis le fait aussi de diminuer les déplacements, c'est quelque chose de très confortable pour eux. Pour les professionnels, j'espère une qualité d'échange réactive et individuelle à chaque fois pour cibler pour chaque enfant, donc une plus-value dans nos pratiques et des échanges et du coup un regard croisé sur les enfants que l'on accompagne et pour moi je dirais essentiellement du confort d'organisation de vie puisque par exemple un déplacement à Amiens c'est 3 heures pour moi sur une journée, tandis que là, ça permet de diminuer ça, du coup d'augmenter le nombre de consultations ou en tout cas la durée des téléconsultations. Donc c'est beaucoup plus confortable. Tu utilises le mot confort, mais c'est aussi une certaine efficience, c'est-à-dire une meilleure efficience parce que diminution du temps de déplacement, donc plus de consultations potentielles, c'est ça? Et économiquement, ça a aussi son avantage. Dans nos discussions aussi, on avait échangé sur est-ce que les téléconsultations, et notamment la période particulière qu'on a vécue ou que l'on vit encore, on ne sait pas encore comment les choses vont évoluer, aurait redonné ou aurait donné une place plus importante aux parents dans l'accompagnement, notamment dans le secteur médico-social? Alors, oui, cette crise dans le secteur médico-social, je pense, a permis pour certains parents qui étaient un peu dépossédés du suivi de leur enfant, de se reconnecter avec eux, de se rendre compte de ce qui était difficile, de ce qui était acquis aussi, heureusement. Et du coup, ça leur a permis de se remettre au cœur de leur projet et de ce fait d'avoir des demandes très ciblées sur des objectifs et du coup de relancer et de réfléchir à la co-construction
du projet individuel. Ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi, la co-construction. Et on œuvre depuis quelques années vers ça, mais c'est vrai que cette crise-là a probablement permis, dans certaines familles, d'accélérer cela. Pour finir, quels seraient le ou les conseils que tu pourrais donner à des personnes ou à des structures, des organisations qui souhaiteraient se lancer dans l'usage de la téléconsultation? Est-ce qu'il y aurait des choses primordiales à retenir et dont il faudrait tenir compte? Alors, un des principes quand même de base et sur lequel je pense qu'il est hyper important d'en revenir, c'est quand même le cadre. Une téléconsultation, c'est une consultation médicale qui nécessite un cadre quand même bien posé, c'est-à-dire un lieu calme, sécure, avec une bonne connexion pour que le secret médical puisse être garanti d'une part comme de l'autre. Donc ça, c'est des éléments quand même qui sont la base de nos métiers et c'est la règle sur laquelle il ne faut pas déroger. Il faut quand même un cadre sécure qui permette des échanges de bonne qualité. Donc ça, c'est la base. Ensuite, pour se lancer, je pense qu'il faut vraiment essayer dans un premier temps à blanc, entre guillemets, parce que c'est quand même un outil qui demande de la préparation, donc de la préparation de programmation, donc purement technique, mais aussi de la préparation, par exemple, d'études de dossier avant, pour pouvoir être efficient sur le temps de téléconsultation. Et du coup, pouvoir préparer et s'organiser avant permet de balayer toutes les angoisses techniques, entre guillemets, qui peuvent faire perdre énormément de temps et agacer. En tout cas, moi, ça peut m'agacer. Donc, ça, c'est des principes fondamentaux, le cadre et la préparation technique au préalable. Et ensuite, il faut une bonne connexion technique. Et de ce fait, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être sur un poste fixe, ordinateur portable, tablette ou poste fixe. Après, les smartphones, ça a son intérêt du fait de la flexibilité, mais c'est beaucoup moins confortable. De ce fait, il peut parfois y avoir des difficultés techniques qui entravent énormément l'intelligibilité et puis l'avancée de la consultation et qui soit coupe la téléconsultation parce que c'est pas possible, soit ça se termine au téléphone, ou sinon, et ça aussi pour d'autres situations qui le nécessitent, une nouvelle consultation en présentiel cette fois. Ces contraintes ou ces difficultés, dernière question, ces contraintes ou ces difficultés que tu viens d'exposer, sont des choses que tu as rencontrées souvent ou elles étaient exceptionnelles ou... Je les ai rencontrées, mais c'est plutôt exceptionnel. Je dirais que des problèmes audio, vidéo, d'image figée ou de décalage audio, ça, on va dire que ça peut arriver une téléconsultation sur 10, on va dire. Des gros problèmes techniques qui mettent fin à la consultation, c'est plus, je dirais, 1 sur 20 comme ça, mais à vue d'œil, c'est 1 par semaine, c'est pas plus. C'est pas plus parce que quand on a une bonne connexion, c'est très, très, très fluide et très confortable. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, ces réponses, et puis bonne suite dans l'usage de la téléconsultation. Merci, une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Donc là, c'était le premier retour d'expérience concernant la téléconsultation. Et donc, je vais vous partager le second retour d'expérience sur la visio sécurisée. Motricienne au sein de l'ADAPT. Alors l'ADAPT est une association nationale qui a été créée en 1929. C'est une association qui a pour but la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap, avec différents champs d'intervention, la scolarité, la rééducation fonctionnelle pour enfants et adolescents, la médecine physique et de réadaptation pour adultes, l'orientation, la formation professionnelle, le maintien dans l'emploi. Également, vous gérez des ESAT au niveau de l'ADAPT. Voilà. Alors, peut-être une première question.
quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous avez été amené à utiliser ce service de visio sécurisé? Alors, l'élément déclencheur, ça a été tout simplement le fait de ne pas pouvoir réaliser nos séances en présentiel pendant le confinement et juste la période qui a suivi ce confinement. Donc, il a fallu poursuivre les séances, donc on est passé par ce service Prétis. D'accord. Alors, est-ce que vous intervenez au sein d'un CESAD? Est-ce que vous pourriez présenter le CESAD et l'usage de ce fait que vous en avez fait dans ce cadre? Alors, donc effectivement, moi je suis dans un CESAD sur Maubeuge, donc on a un grand territoire, tout la Sambre-Avesnois. Donc on a utilisé le service visio pour assurer à distance la continuité d'accompagnement et le suivi pendant la période de confinement et post-confinement. Parce qu'on ne pouvait plus aller ni dans les écoles, ni à domicile, parce que nous, on intervient essentiellement dans les écoles auprès des enfants. D'accord. Je suis dans une équipe pluridisciplinaire, donc quand je dis nous, c'est psychomote, ergo, kiné, éducateurs et enseignants spécialisés. D'accord. Quels sont les types de démarches que vous avez dû réaliser pour pouvoir vous inscrire au service de visio? Alors, comme l'a dit Chloé juste avant, on a dû retrouver notre numéro ADELI, faire l'inscription et ensuite ça s'est fait. J'ai reçu par mail un mail avec mon identifiant et un mail avec mon code d'accès. Donc ensuite, après, je me suis connectée sur le lien qui a été dans ce mail-là. Et voilà, on a pu... Il y a un petit tuto qui est mis dans ce lien, donc on a pu prendre connaissance de la façon de faire. Et voilà, l'outil est très simple d'utilisation. Surtout que les familles n'ont pas à installer d'application. Donc pour elles, c'est d'autant plus simple. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà identifié qu'est-ce que vous avez identifié comme impact à la fois sur les pratiques des usagers, sur les familles, sur les professionnels? Comment est-ce que, en fait, ça a été vécu ce passage? Et puis, est-ce que ça a eu des incidences sur la manière dont vos interventions se passent? Alors, comment ça a été vécu? Donc, pour les jeunes, la mise en place s'est faite naturellement. En fait, eux avaient déjà l'habitude de travailler par des plateformes de l'éducation nationale, donc ils avaient des cours par Internet. Donc, pour les jeunes, ça s'est fait simplement. Je pense qu'ils ont été contents qu'on remette une relation en place, qu'on puisse reprendre les séances. Ils se sont très, très vite adaptés. Pour les familles, il n'y a eu aucune réticence par rapport aux séances en distanciel. Elles ont été vite partantes à ce fonctionnement et je pense qu'elles ont aussi été rassurées par rapport à la continuité d'accompagnement qu'on pouvait mettre en place. Ensuite, pour nous, les professionnels, ça s'est fait aussi assez facilement avec les enfants qu'on connaissait déjà, dont la relation était déjà bien établie. Il n'y a pas eu de distance dans la relation, ça s'est fait naturellement. Ensuite, il y a eu un renforcement dans la continuité avec la famille, parce que quand on va dans les écoles, on ne voit pas forcément la famille toutes les semaines. Là, par visio, en fait, on voyait les parents, soit avant la séance, soit après la séance. Donc, il y a eu un renforcement à ce niveau-là. Alors, sur les impacts et la suite, en fait, c'est pas quelque chose que j'aurais envisagé, moi, dans ma pratique, de faire des visios pour faire des séances avec les enfants. Là, dans l'urgence de la crise sanitaire, ce service a permis de maintenir l'accompagnement. Maintenant, je me dis, pour les enfants que je connaissais déjà, dont la relation était déjà bien installée, c'était très bien. Donc, je pense qu'en complément, ça peut être une possibilité de faire une séance en présentiel, une séance en visio. Vraiment en complément des séances en présentiel. D'accord. Est-ce que, du coup, vous avez été amené à faire évoluer vos pratiques? Est-ce que finalement, une intervention en visio, ça se fait comme une intervention en présentiel? Non, en fait, on a un petit peu réinventé nos métiers dans la mesure où
en présentiel, dans les écoles, on a une salle, on a un espace bien défini, du matériel bien défini également. Là, on a dû s'adapter à l'espace de l'enfant, là où il était, dans la chambre, dans la cuisine, puis adapter nos exercices, ce qu'on pouvait proposer aux enfants. Pareil pour des exercices, par exemple, d'équilibre. Quand je fais avec l'enfant, forcément, je suis avec lui, autour de lui, donc je vérifie qu'il ne tombe pas, je le protège, entre guillemets. Là, à distance, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est vraiment une adaptation des exercices. C'est pour ça que je dis que c'est important. Ça, c'est bien quand les enfants ont déjà des notions, qu'on a déjà travaillé des choses avec eux. Ils savent ce qu'on peut proposer. D'accord. Ça a l'air finalement, on a l'impression que ça a été très simple à mettre en place. Est-ce que vous avez quand même rencontré des difficultés ou dû faire face à des contraintes particulières? Alors, les contraintes comme aujourd'hui, les contraintes de connexion. Oui. Quand il n'y a pas de connexion, voilà, c'est très compliqué. Donc, notamment pour une famille, par exemple, on n'a pas pu faire en visio parce qu'elle est vraiment trop mauvaise qualité de connexion. Donc, on a continué en présentiel. Après, un des points négatifs, entre guillemets, c'est qu'au début, moi, j'étais sur l'ordinateur et l'enfant était sur téléphone. Donc, ce n'était pas forcément pratique. L'écran est plus petit, il faut poser le téléphone pour pouvoir faire la séance. Donc ça, c'était un petit point négatif. Là, maintenant, on peut passer... moi, je suis sur l'ordinateur et les jeunes sur l'ordinateur. Donc ça, c'est bien plus pratique. Et un autre petit point négatif, c'est que, comme disait Chloé tout à l'heure, on ne peut pas partager de documents. Donc parfois, ça manque. Donc ça, c'est... une évolution à venir, je pense, donc je pense que ça peut être bien. Tout à fait. Hein. La première évolution qui a été assez rapidement réalisée, c'est de pouvoir adresser l'invitation et le lien de connexion par mail et pas que par SMS, hein, ce qui permettait du coup aux destinataires de pouvoir se connecter par ordinateur. Donc ça, en termes de confort visuel et de taille de l'écran, il y a quand même une grosse... un confort indéniable. On a fait également remonter des demandes d'évolution, notamment la connexion multipoint, hein, parce que là, on est sur du face-à-face d'une personne à une autre. Et puis également la question, effectivement, de pouvoir partager l'écran comme on le fait à l'heure actuelle. Ce sont des évolutions à venir. Vous vous projetez durablement dans l'utilisation de ce service ou pas, ou dans quel contexte? Alors, je pense pour certains enfants, oui, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, en complément d'une séance en présentiel. On a remarqué qu'avec certains enfants, malgré tout, ils étaient plus posés face à un ordinateur. Certaines choses passaient mieux que dans une salle à l'école où il peut y avoir au niveau de la concentration, c'est peut-être plus difficile. Donc, on ne s'est pas fermé les possibilités, on s'est dit que oui, en complément de séances en présentiel, ça peut être intéressant d'avoir une séance en visio. Donc voici le second retour d'expérience. Donc c'est un retour d'expérience qui a été réalisé en octobre. Et donc, depuis, il y a eu 2 évolutions. On peut faire une visioconférence avec 3 personnes et on peut partager l'écran, ce qui n'était pas le cas à l'époque du retour d'expérience. Pour revenir au support, donc nous avons vu les 2 retours d'expérience. Donc, la présentation des services de télésanté est terminée. Donc maintenant, si vous avez des questions concernant ces services, nous avons un temps d'échange. Déjà, je pense que ceux qui ont bien regardé la conversation 1 de la réunion, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. On a essayé d'y répondre en direct. Théoriquement, j'espère on a répondu à toutes les questions. Il y avait une question sur l'interopérabilité de l'outil de télésanté avec les outils métiers que vous utilisez. Hein. Donc, si vous avez j'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je traduis la question, si vous avez un dossier de l'usager informatisé, est-ce qu'il est interopérable avec cet outil-là?
Donc, ce qu'il faut bien visualiser, ce sont deux outils différents, c'est-à-dire que votre DUI est soit sur votre serveur, soit sur un accès web, mais il vous est propre et les droits d'accès sont gérés par votre organisme gestionnaire, et que celui-ci est un service web qui est accessible par un autre, par le net et par une autre autorisation de connexion. Sont en travail au niveau régional d'une part et au niveau national d'autre part, et on en parlait dans l'introduction par rapport au fonds d'amorçage, un travail d'interopérabilité des DU, des éditeurs qui sont sûrement les vôtres, avec des outils nationaux tels que la MSS et le DMP dont parlait Chloé tout à l'heure, mais également l'outil régional Prédis. Donc il y aura de l'interopérabilité, mais ce sont encore des choses à développer par les éditeurs médico-sociaux. Sur Mencare et Prédis, ces choses iront là-dessus beaucoup plus rapidement. Donc ce sont des choses qu'on a commencé à travailler et des réunions de travail concrètes sont en cours avec les éditeurs. Et le fonds d'amorçage avec l'appel à candidature qui aura lieu par la RSO de France là, dans les prochains jours, prochaines semaines, commencera à répondre à ce point-là, puisque c'est un point obligatoire que la CNSA a fixé aux éditeurs, c'est l'interopérabilité. Donc ça viendra progressivement. Alors, par exemple, celui-ci d'outils proposé, un Hermès, ça dépendra de ce que l'éditeur répond à l'appel à projet ou pas. Donc, ça ne dépendra pas que de Prédis ou de Mencare ou de nous-mêmes, ça dépendra de si l'éditeur veut faire ce travail pour répondre à cet appel d'offres de la CNSA. Donc ça, l'appel d'offres vient de paraître, donc, et il sera valable plusieurs mois et plusieurs années. Donc, l'éditeur pourra répondre dans 15 jours ou pourra y répondre dans 2 ans, selon ses capacités et ses souhaits commerciaux. Alors, par rapport à la question qui avait posé la question sur l'interop, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est répondu? Qui me dit mot consent? Oui, merci, c'est très clair. Si j'avais pas mis le micro. Est-ce qu'il y a d'autres questions à laquelle éventuellement vous souhaiteriez qu'on apporte quelques éclairages par rapport aux présentations? Donc, retenez bien dans les outils de télésanté de Prédis, un outil de téléconsultation pour simplifier pour les professionnels médicaux et un outil de visio sécurisé pour les professionnels ADELI, donc entre guillemets paramédicaux. Je vous rappelle quand même que dans les ADELI, il y a également des non-paramédicaux tels que les assistants sociaux et les psychologues qui sont maintenant autorisés à ADELI et accéder à ce genre de service. Pour les autres services, les autres professionnels, les choses évolueront et on pousse là-dessus, donc ça arrivera. Donc retenez bien ces deux outils et vous avez compris que Prédis ne sont pas que ce type d'outils et notamment un outil de coordination. Vous regarderez et on vous renvoie vers la programmation des webinaires pour que vous puissiez voir et vous inscrire en fonction de ce que vous voulez comprendre et apprendre. Alors sur la vidéo qui à ce jour sera mise en ligne sur le site dont je vous ai remis l'adresse et que vous retrouverez là sous vos yeux, le site du collectif, et les documents vous seront envoyés après ce webinaire. Voilà, donc notamment dans les documents Prédis, le portail professionnel et une foire aux questions que vous pouvez retrouver et qui vous permettra d'accéder à différentes questions qu'on se pose généralement et vous d'accéder au portail à partir du moment où vous serez inscrit ou vous inscrire directement individuellement. Le site du collectif où vous retrouverez les informations dont on vient de parler, mais aussi beaucoup d'informations d'actualité sur le numérique médico-social régional ou national. Et on vous invite à vous inscrire sur l'onglet Contact pour recevoir l'actualité. Un catalogue SIMS qui a été fait avec le GRADES et qui est donc accessible par ce lien. Et puis au niveau national, j'en ai parlé très rapidement, la feuille de route e-santé nationale pour le médico-social qui est une déclinaison de la feuille numérique pour la santé annoncée en avril 2019 par le ministère et qui maintenant est déclinée spécifiquement avec différentes actions très précises pour le médico-social et qui s'appuiera notamment d'une part sur le fonds d'amorçage dont je parlais en introduction et d'autre part sur le Ségur de la santé spécifique numérique médico-social. Alors, d'autres questions qui arrivent, j'essaye de les lire en même temps. Excusez-moi, une crainte quand même, multiplier les outils où sont stockées les informations, logiciels, DMP, Prédis. Alors, oui et non. Effectivement, il y aura de plus en plus d'informations et donc il faut qu'elles soient stockées quelque part et si possible, évidemment, de façon sécurisée. Et pour autant, certaines de ces informations vont être, avec l'interopérabilité, poussées de l'un à l'autre et il n'y aura pas forcément besoin de les
réinstaller, de les recréer, etc. Donc faciliter quand même, au contraire. Alors oui, plus d'informations partagées, mais l'intérêt du partage, c'est justement d'améliorer la coordination autour du patient, autour de l'usager, et c'est ce qui est intéressant. Donc on ne partage pas tout, et on ne partage pas pour tous, on partage certaines informations dans le but d'améliorer sa coordination, notamment quand différents intervenants libéraux, médico-sociaux ou hospitaliers interviennent, c'est là l'intérêt. Dernière question, si nous avons besoin d'une consultation et que le médecin n'est pas présent au sein de l'EHPAD, l'infirmier peut-il effectuer une consultation? Alors, il ne pourra pas utiliser à ce jour l'outil de téléconsultation, puisque, comme on l'a dit, il est réservé aux médicaux, mais il pourra utiliser l'outil de visio sécurisé qui, entre guillemets, revient au même. Il est moins structuré, il n'y a pas possibilité de partager des informations directes, des documents directs, mais il fonctionne très bien en termes de visio et de partage d'images et de sons. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Ça a l'air. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, si vous voulez lever la main, vous pouvez. Chloé, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par mail via les adresses qui sont sur la diapositive présentée. Et on vous a également remis le lien si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme Prédis. Alors, une question à poser par David Daniel, si je ne me trompe pas, c'est ça? N'hésitez pas, n'oubliez pas votre micro. Oui, excusez-moi. Donc, c'est pour rebondir sur la question de Madame Kovac. Donc, si un médecin, on va dire, traitant est connecté sur Prédis avec une infirmière et un résident, est-ce qu'on peut considérer que le médecin est en train de faire une consultation ou c'est simplement un échange informel dans ces cas-là? Ou est-ce que c'est considéré comme consultation? Si c'est bien le médecin qui organise sa téléconsultation, c'est bien dans ce cas une téléconsultation. Hein. C'est le professionnel médical qui organise une téléconsultation avec un patient qui habite ou qui loge ou qui est hébergé dans une structure médico-sociale. Donc, il n'y a pas de souci. Et comme toute consultation, il pourra, s'il le souhaite, la facturer comme toute facturation classique, hein, avec l'aspect tarifaire lié à la téléconsultation. Voilà. Mais si par contre le médecin n'était pas présent et que c'est une relation avec l'usager, l'infirmière de l'EHPAD et un tiers de type le kiné, libéral, etc., là on va passer en visio sécurisé. D'accord. Et après une deuxième question, je veux dire peut-être, moi je voyais des fois aussi cette notion de faire une consultation, notamment pour les personnes avec troubles du comportement, pathologie Alzheimer ou maladie apparentée. Et le fait d'observer le résident dans son univers, dans son environnement, c'est plus représentatif. Donc, le seul problème, c'est que ce résident est aussi avec d'autres résidents. Si c'est lui demander à ce résident de venir dans une pièce à part, etc., déjà, ça dénature le comportement de la personne parce qu'il y a un changement de lieu, d'environnement. Est-ce qu'il y a déjà eu cette pratique, par exemple, de faire observer donc à un médecin psychiatre, par exemple, le comportement d'une personne dans un environnement où il y a la personne concernée, le résident concerné, et d'autres résidents? Alors techniquement, il n'y a pas d'impossibilité à cela, puisque il suffit d'avoir, comme on le disait, soit le smartphone, soit une tablette, soit un ordinateur portable que l'on met dans la pièce que l'on souhaite, que ce soit une grande pièce ou une petite pièce, une pièce réservée à ou pas, avec évidemment la connexion minimale, comme les différents témoins l'ont rappelé. Pour autant, après, est-ce que cela correspondra aux besoins du professionnel quant à son souhait d'analyse de la situation? Ça, c'est à voir et à tester. On a bien vu que les témoins ont bien rapporté que la téléconsultation était super intéressante. Pour autant, il y a parfois des besoins de consultation en présentiel pour certains aspects. Et puis enfin, une dernière question RGPD, évidemment, c'est que si on entend d'autres patients, il y a toujours la question du consentement des autres personnes concernées également à prendre en compte. C'est ça, tout à fait, c'est ce point-là. OK. Donc là, il faut avoir le consentement des autres personnes, mais en UVA, par exemple, on aura la difficulté. Ben oui, tout à fait. Ce qui veut dire que si vous avez un groupe de 20 personnes, ça va commencer à complexifier votre situation. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Merci pour votre retour. De rien. Ben, je pense s'il n'y a pas d'autres questions, on a tenu les horaires, ce qui est fantastique, puisqu'on avait déjà fait ces présentations, mais dans un temps un peu plus long. On espère que ce temps vous a permis de bien comprendre les services de télésanté de Prédis, notamment téléconsultation et visio sécurisé. Vous avez bien entendu qu'il y avait d'autres services
Vous pourrez aller les retrouver sur les démos et sur les informations, soit sur le site du GRADES, soit sur le site du collectif. N'hésitez pas à y aller. Et puis, regardez l'ensemble de la programmation des webinaires, si vous le souhaitez, pour vous inscrire à d'autres informations. Et puis, vous avez les adresses de contact si vous avez des questions plus précises ou si vous voulez revenir sur certains points. Voilà. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée et une bonne suite dans la mise en place du numérique dans vos organisations.